formation des concepts. Il faut commencer par le plus simple et rappeler les déterminations principales du savoir recherché par la dialectique. Savoir est un pensée qui est produit avec nécessité de la même manière en tous. Pour parvenir au savoir, il faudra pouvoir ressaisir la similitude de la genèse des concepts en tous et donc passer par le détour des jugements qui sont la trace de l'histoire des concepts, garantissant seuls leur authentique identité. Si en effet le concept est formé par le jugement, tout concept contient en lui l'histoire de sa détermination progressive, car un concept contient plusieurs jugements en lesquels on le divise lorsque par exemple on veut le clarifier pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous projetons une histoire du concept, nous pouvons montrer comment et par quel jugement singulier il a progressivement été engendré. Formation des concepts et formation des jugements sont en interaction, le jugement conférant les prédicats au concept qu'il constitue et en dégage la structure relationnelle. Par formation des concepts, il faut entendre le passage de l'affection organique au concept, un savoir, et l'acte de la pensée qui peut passer de la pensée à la perception et inversement sans que ce qui est posé en lui ne soit modifié. La perception, activité organique, qui n'exclut pas un minimum de la fonction intellectuelle, se fixe dans l'image. En revanche, lorsque domine de la fonction intellectuelle, l'objet se fixe dans le concept. Dans la pensée comme savoir, les deux doivent de toute évidence coïncider, le concept correspondant à l'objet conçu. L'image et le concept représentent donc le même être. Les rapports entre concept et image se lisent plus facilement dans la version de 1822, du moins d'après les notes retranscrites par Rudolf Odebrecht, et c'est elle que nous suivons ici. Le concept cherche à représenter l'objet par des oppositions qui déterminent le choix des prédicats appropriés, et il sera complet lorsqu'il aura épuisé ce système des oppositions. Il lui faut pour cela deux éléments, un principe d'unité du multiple et un principe de division. Le processus de déduction, qui est celui de la formation intellectuelle des concepts, se compose de deux moments inséparables, la position d'un principe de division et la position de la multiplicité, procédant de l'unité. Le principe de division est pour Schleiermacher, qui en ce point ne se justifie pas, celui que l'éthique veut affirmer, le principe universel de la division, et la double opposition de l'idéal et du réel, dans la raison et dans la nature. L'opposition nature-raison est traditionnelle de la méthode dichotomique, souvent rattachée aux sophistes de Platon, et celle probablement qui sert de fil conducteur pour déboucher chez Schleiermacher sur un vaste système de classification, à quoi se résumera, nous semble-t-il malheureusement, sa logique dialectique. Elle correspond à la dialectique descendante qui, chez Platon, met en ordre le réel compris, le reconstruit systématiquement. C'est là ce qui a permis à Gadamer, qui s'appuie essentiellement sur son histoire de la philosophie, de dire que Schleiermacher est véritablement génial dans l'interprétation adéquate qu'il donne de la dialectique platonicienne, en reconnaissant la structure relationnelle du logos. Chaque unité de l'essence, ou en un autre langage, chaque substance individuelle, doit à son tour redevenir une totalité de détermination et de relation. À quoi il faut ajouter le caractère processuel de la dialectique, tel qu'il est présenté par la République. La dialectique, et c'est bien là ce que Schleiermacher entend, n'est rien d'autre que le chemin lui-même, qui se caractérise par le double mouvement de la diversité à l'unité et de l'unité vers la diversité. Le savoir auquel atteint la dialectique n'étant pas l'unité pure, mais l'unité dans sa structure. L'unité n'est justement perçue que comme réseau de relations qui rendent compte de la diversité et permettent de comprendre l'individuel. Qu'est-ce alors finalement qu'un concept pour Schleiermacher? C'est le résultat de l'activité du jugement, d'une activité de synthèse qui ne procède pas par déduction, mais se fonde sur le mouvement inverse de l'induction. Schleiermacher n'est pas idéaliste au pur sens du terme, au sens où il déduirait tout d'un premier principe. Il ne descend pas, il cherche à s'élever. Les jugements sont, selon Schleiermacher, de deux espèces. Ils sont substantiels lorsqu'ils renvoient aux représentations sensibles des objets qu'ils comprennent et formels lorsqu'ils subsument les activités qui y ont donné lieu. Les deux n'existent donc qu'en relation avec la sensibilité ou avec l'activité organique. C'est ainsi que le formel pur n'existe pas pour nous. Même
Nous avions cité cet exemple plus haut. Un jugement au premier abord aussi abstrait et universel que celui du principe d'identité A égale A renvoie à une activité organique et ne saurait être un principe absolu. Les concepts unis par des jugements engendrent un système des concepts, un système de classification assurant, partant de la multiplicité infinie du perceptible, qui, comme chaos, en est la limite inférieure, leur hiérarchisation. Tout concept peut être en effet supprimé sous un concept plus général, la limite supérieure, le concept le plus abstrait et transcendant, c'est-à-dire ne peut plus être pensé par nous, puisque pour nous penser signifie subsumer. Cette limite est l'être absolument un, pur intellect, qui, à l'image de l'intellectus archetypus chez Kant, n'en a rien affecté, n'étant rien affecté. Cette limite est, nous l'avions vu, une idée et non plus un concept. Même un concept aussi abstrait que celui de chose ne saurait tenir lieu de concept suprême, puisqu'il faut en lui encore distinguer le concept et l'objet qui lui sont donc supérieurs. Le concept est déterminé par le jugement qui, procédant par induction, c'est-à-dire par une dialectique ascendante, rattache au sujet un certain nombre de prédicats S et P. On est ainsi conduit à définir un concept à partir d'un ensemble de caractéristiques, ce que Schleiermacher appelle une définition nominale. Les définitions nominales sont le résultat de ce domaine de la formation des jugements, car celles-ci ne sont rien d'autre qu'un agrégat de caractéristiques, et des caractéristiques ne sont rien d'autre que des résultats de jugement, de perception repris dans l'image générale, à travers lesquels, en effet, l'essence intime de la chose n'est jamais exprimée, mais uniquement son rapport à nos fonctions organiques. Les prédicats, en effet, étaient d'abord fournis par la perception et réfléchis par des jugements empiriques. Le concept est achevé lorsqu'il comprend l'ensemble des prédicats qui servent à déterminer le sujet du concept. Or, chacun de ces prédicats peut à son tour être transformé en concept. Le prédicat blanc, par exemple, doit à son tour être un concept déterminé par d'autres prédicats, etc. Le jugement sera complet lorsque le sujet épuise l'ensemble de ces prédicats. Si les prédicats peuvent être des concepts, les concepts s'entre-déterminent et ils ne sont complets qu'en vertu de leur détermination intégrale, tout en semblant définir des substances en établissant un système des concepts. Schleiermacher en fait les définit à partir et dans leurs relations. L'ordre, ici aussi, prévaut sur l'être. Les relations entre les concepts sont soit des rapports de subordination, soit des rapports de coordination. Voilà qui correspond au système d'opposition des concepts dont parle l'herméneutique. Tout ce qui est concept relève de l'opposition, dit un aphorisme de 1805, c'est-à-dire qu'il est déterminable que dans un réseau structuré, un ensemble de relations. La subordination est relative au degré de généralité dans l'échelle qui monte du particulier à l'universel. La coordination est la coexistence de plusieurs concepts à un même degré de généralité. Ainsi, par exemple, les couleurs pures sont coordonnées. Les couleurs résultats de mélange leur sont subordonnées. Un concept est entièrement déterminé lorsqu'on retrouve la place exacte qui lui revient dans un système supposé complet de tous les concepts, lorsque sont réunies toutes les perspectives et relations qu'il entretient avec les autres concepts. Et en cela, nous l'avions noté, tout concept est gros de son avenir, contenant en puissance tous les prédicats qui servent à sa détermination, même si c'est seulement de manière progressive que l'homme parvient dans le temps à son intégrale définition. Pour l'homme sensible, le concept sera pleinement déterminé lorsqu'il sera parvenu à rattacher la perception singulière ou l'objet singulier de l'affection au système des concepts. L'individuel doit ainsi trouver son concept. La pensée ne devient savoir qu'en ce double mouvement du singulier vers l'universel et inversement. Le système intemporel des concepts. Ce même mouvement, ou plutôt sa visée, pousse Schleiermacher proche de Platon, dont il se réclame à nouveau et familier de la théorie de l'harmonie préétablie de Leibniz ou de la théorie des idées innées de Descartes, à supposer l'intemporalité du système des concepts et de ce fait son innéité. S'il est vrai qu'un savoir doit exister, et c'est bien là ce que suppose la dialectique, qui en est la recherche, alors on doit pouvoir parvenir à un système des concepts, à un ordre de la pensée correspondant parfaitement à l'être. Ce système, dont nous ne disposons pas en raison de notre finitude, est la vérité de la théorie des idées innées.
S'il existe un savoir, alors le système de tous les concepts constituant le savoir doit être donné de manière intemporelle dans la raison une qui habite tous les hommes. Cette présence intemporelle de tous les concepts dans la raison est ce qui est vrai dans la théorie des idées innées. Dans la mesure où cette théorie s'oppose à celle qui ne considère tous les concepts que comme des produits secondaires à partir de l'affection organique. L'empirisme pur ne donne jamais que des concepts entièrement contingents dont on ne peut pas supposer qu'ils s'accordent avec le réel. Seule l'universalité fondée dans la raison pourrait en dégager la nécessité. Pour Schleiermacher, la raison une existe en dehors de toute manifestation, car chacune de ces apparitions en est déjà une particularisation. Le système des idées innées peut donc, lorsqu'il s'agit de synthétiser les premières impressions, être supposé comme agissant inconsciemment. Le rôle de la théorie des idées innées est de souligner la part constructive de l'esprit. C'est bien pourquoi Schleiermacher, dans son Histoire de la philosophie, rapproche Descartes de Kant. Descartes est un précurseur de Kant, car ses idées innées ne sont que des formes de la construction. En vertu de quoi, dans une perspective toujours kantienne, Schleiermacher relativise cette théorie des idées innées, en précisant bien qu'un concept ne saurait se former pour nous sans aucune affection organique, qui est le point de départ nécessaire. Les concepts contenus dans le système du savoir se développent à l'occasion de l'affection organique de façon identique dans toute raison, et il n'y a, à proprement parler, pas de réception d'un concept par d'autres. Pour parvenir à l'identité absolue du savoir, il faudrait adjoindre à l'identité de la structure de la raison une identité non seulement de la structure de la réceptivité, mais encore de la situation même dans le monde qui détermine l'affection par les objets extérieurs pour parvenir au savoir absolu. Or, ceci est impossible et la relativité trouve son fondement dans la réceptivité et l'inscription du sujet connaissant dans le monde. Si la raison est la même, alors le système des concepts innés dont elle est le siège est le même. Il ne reste alors plus rien d'autre que de fonder la relativité du savoir dans une différence originelle des impressions organiques. Ainsi est fondée la déviation dans le processus de schématisation des différents peuples qui donne naissance à la diversité des langues. Cette relativité est celle qui affectait déjà la conscience de soi, toujours conscience d'une situation dans le monde, et Schleiermacher de renvoyer à la théorie de la réminiscence de Platon. C'est là ce qui est juste dans l'expression platonicienne, selon laquelle tout apprendre n'est que souvenir. L'éthique de 1816-17 réinscrit même clairement cette théorie des idées innées, essentielle à la dialectique dans le développement éthique de l'identité nature-raison. L'originel, être posé spirituellement de la nature dans la raison, est ce qu'on a coutume de désigner par l'expression qui peut être mécomprise, mais qui peut aussi être justement interprétée des concepts innés. Innés parce que préformés et prédéterminés dans la raison avant toute activité éthique de la raison. Mais non pas des concepts, car ceux-ci ne deviennent que dans l'activité éthique de la raison. Il y a donc une métaphysique spéculative au fondement de la dialectique, la correspondance d'un système des concepts qui devrait en tant que tel être supralinguistique et du réel et présupposé. Le travail de la science consiste à s'en approcher le plus possible. La pensée ne consiste que dans des tentatives de configurer même des branches du système des concepts pour lesquelles aucune affection organique n'est encore donnée, ou de saisir des résultats organiques pour lesquels la voie de subsorption correcte n'est pas encore trouvée. En partant de concepts qui se situent quelque part dans le système, mais sont peut-être pour nous incorrectement ou insuffisamment définis, la pensée cherche à frayer les chemins qui relient le concept et l'affection organique en passant par les concepts intermédiaires. Le système des concepts représente donc une architectonique qui n'est peut-être qu'un système de classification beaucoup trop complexe et rigide. Cela correspond néanmoins à une tendance de la pensée de Schleiermacher, héritant de la fascination platonicienne du mathématique, qui seule permettrait la mise en forme de l'empirisme. La mise en forme du spéculatif étant réservée à la dialectique. Le système des concepts est une totale mise en ordre ou compréhension de l'ordre du réel. La prééminence de l'ordre sur l'être n'est ainsi pas en soi pour Schleiermacher, mais principalement pour nous.
La pensée relativisée, celle que nous connaissons, ne commence pas de manière absolue. Tout commencement au milieu doit commencer avec un concept déjà transmis. Le savoir en devenir se situe donc quelque part entre l'universel et le singulier, cherchant à trouver les justes subventions. C'est au regard de cette pensée relativisée que le rappel de la nécessaire hypothèse d'un tel système des concepts intemporels était capital et permet de comprendre l'herméneutique qui fonde une large part de la nécessité dans l'écart entre cette supposition et notre situation réelle de connaissance. Mais la relativisation ne frappe pas que l'herméneutique, elle est au cœur même de la dialectique et lui donne un sens. C'est à partir de l'herméneutique que la tâche dialectique est une tâche éthique clairement formulée en 1822. Tout homme a pour tâche de construire la connexion, Zusammenhang, et est donc orienté vers la totalité du savoir, qui doit être construite à partir d'une certaine somme de connaissances. Le schématisme, le moyen d'accéder à la situation d'un concept et de parvenir à l'adéquation avec l'image qui lui correspond. L'image est, selon Schleiermacher, une première fixation de la diversité chaotique, première unité de la perception. Il faut donc établir le lien dynamique entre les deux mouvements que Schleiermacher désigne dès le départ et très clairement dans son éthique comme schématique linguistique. En effet, pour pouvoir construire perception et concept de manière identique, il faut s'armer de nouveaux présupposés que Schleiermacher explicite eu égard au concept et eu égard au jugement. Du point de vue du concept, l'identité de la production ne relève pas de l'identité des affections organiques, car tout ce que je reçois est déjà figure, gestalt, et porte par là l'empreinte de l'activité intellectuelle. Pour preuve, la même affection organique conduit à des concepts entièrement différents, à des époques différentes. Le primat de la pensée s'applique évidemment à toute activité du jugement. Il faut par ailleurs supposer deux identités qui rendent possible le jugement prétendant atteindre un savoir absolu, l'identité de la fonction intellectuelle et l'identité de la sensibilité dans tous les sujets connaissants. La relativité du savoir dans le monde pourra quant à elle avoir plusieurs causes. Schleiermacher, qui tient avant tout à une homogénéité de la raison, tendra à porter la différence dans la nature, dans une différence originelle des impressions organiques, liée, nous l'avions signalé, à l'inscription individuelle d'un être dans le système global. Ce qui importe pour garantir l'idée de savoir, c'est l'hypothèse d'une homogénéité entre le monde qui nous est extérieur et le monde qui nous est intérieur, prémisse métaphysique de Schleiermacher. La même affection doit renvoyer à la même perception de l'être, penser de manière identique, mais pas seulement penser la même chose, mais produire de la même façon la même pensée. C'est en ce sens qu'il souligne si fortement le rôle de l'activité de la pensée, au point de dire qu'il n'y a, à proprement parler, pas de réception d'un jugement d'un autre. Le préjugé n'est ni jugement ni pensée, Schleiermacher restant ainsi fidèle à la devise kantienne des Lumières. Penser consiste à relier l'image au concept, tout en entendant bien que jamais un concept ne saurait être donné sans image, même abstraite, puisque la raison pour nous, être fini, doit être suscitée. En ce point, nous rencontrons à nouveau l'idée d'oscillation, celle qui caractérisait l'intuition comme un équilibre entre la pensée et la perception. Dans le processus de la connaissance, l'oscillation est un mouvement de va-et-vient entre l'universalité du concept, précédé dans sa généralité par ce que Schleiermacher nomme l'image générale, et la particularité de l'image sensible. Le concept lui-même est pris dans ce mouvement. Un concept est un flottement entre l'universel et le particulier, car en partie l'empirique et le singulier sont subsumés sous lui comme unité. De l'autre côté, il est subsumable sous quelque chose de supérieur. Ce mouvement d'oscillation qui met en rapport l'universel et le singulier est appelé par Schleiermacher processus de schématisation. Une figure singulière, comme un phénomène donné, n'entre pas dans le sens dans ces schémas généraux, dans ces schèmes généraux. Et le schème, pas sans une figuration singulière. Les deux deviennent simultanément dans le processus oscillatoire. On comprend ici que le schématisme, processus même de la pensée, joue un rôle essentiel dans la dialectique à partir de 1814-15, surtout en 22, et dans l'éthique dès la version de
1812-13, alors que le terme semble apparaître pour la première fois dans l'herméneutique dès 1805, sans y être toutefois clairement expliqué et appliqué à ce qu'il est convenu d'appeler le schématisme linguistique fréquent dans la version de l'herméneutique de 1809-10. Le schématisme linguistique, en effet, doit montrer comment on rattache une représentation à un mot ou un sens à une signification, étant entendu que ce procédé doit être identique en plusieurs individus s'ils veulent se comprendre. Pour marquer la place du schématisme chez Schleiermacher, il faut bien entendu rappeler rapidement son rôle déterminant chez Kant, auquel, avec des modifications, il le reprend. Le problème chez Kant est de savoir comment on peut appliquer les catégories aux apparitions, c'est-à-dire comment il est possible d'appliquer en général à des phénomènes, des concepts purs de l'entendement, partant du fait qu'il y a hétérogénéité dans la représentation entre son côté intellectuel et son côté sensible.